Alors bienvenue dans ce gros morceau consacré au modèle où on va attaquer les relations. Donc globalement, lorsque l'on travaille avec des données complexes, on est souvent amené à faire des liaisons entre plusieurs tables pour pouvoir récupérer des informations. Typiquement, dans ce que l'on a mis en place jusqu'à maintenant, on aimerait bien associer des articles à une catégorie. Donc Ruby on Rails nous permet de gérer ce système de relations à travers plusieurs moyens. Et ces moyens correspondent à différents types de jointures qu'il est possible de faire. Donc en général, ce sont des mots-clés que vous avez peut-être déjà entendus si vous avez travaillé avec d'autres frameworks, mais c'est des mots-clés du type belongs to, as many, as one, as and belongs to many, qui permettent de définir en fait différents types de relations que l'on peut avoir. Donc si on prend notre exemple, on veut pour l'instant qu'un article soit associé à une catégorie. Donc c'est une relation de type belongs to. Donc on va créer sur notre article un champ catégorie underscore ID qui permettra de faire la liaison avec la table catégorie. Et ensuite, on pourra récupérer les catégories associées à l'article simplement. Donc toujours, ça commence par la même chose, on commence par structurer notre base de données et on utilise pour cela les migrations. Donc au niveau de mon terminal, je vais me rendre sur ma console et je vais faire un coup de Rails, G, migration. On va l'appeler add catégorie to post. Et le nom de notre champ, ça sera catégorie. Et on précisera que ça sera une référence. Ça veut dire pour Ruby que c'est une liaison. Alors ne vous inquiétez pas, on va voir un petit peu de quoi est composé ce code-là. Donc je vais ensuite ouvrir mon add category to post. Et si je regarde le change, on a ici une méthode add référence qui dit je rajoute une référence sur article qui fait la référence à catégorie. Et je veux automatiquement créer une clé étrangère afin que le système de gestion de base de données fasse la vérification d'intégrité. En vrai, ça va se traduire par la création d'un champ qui va s'appeler catégorie underscore ID. Si maintenant j'essaie d'effectuer ma migration, donc je fais un coup de Rails db2.migrate, il rajoute ce champ-là et je vais regarder la structure de ma base de données, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Donc j'ai dans ma table post un nouveau champ qui s'appelle catégorie underscore ID. Dans ce champ-là, je vais tout simplement mettre l'ID de la catégorie. Donc si par exemple mon article est associé à la catégorie numéro 1, je mettrai catégorie ID à 1. Et si c'est associé à la catégorie numéro 2, je mettrai le champ catégorie ID à 2. L'avantage, c'est que nous, on n'aura pas forcément à se soucier de faire ça, c'est Ruby on Rails qui va le gérer pour nous. Ce qu'il va maintenant falloir faire, c'est indiquer à Ruby on Rails comment sont reliées nos différentes données. Donc on va commencer par le modèle post. Donc dans le modèle post, on va lui dire qu'on a une relation de type belongs to. Un article appartient à une catégorie. Donc ici on met belongs underscore to et ensuite on lui passe en paramètre un symbole qui va être ici catégorie. Si on a bien suivi les conventions, ça ne posera absolument aucun problème. C'est-à-dire qu'il sait automatiquement qu'en mettant un camel case, on obtient le nom du modèle associé. Il sait faire la liaison, il sait utiliser les champs. Donc, vu qu'on respecte les conventions de Ruby on Rails, ça va très très simplement. Et c'est tout ce que l'on a à écrire pour l'instant. Maintenant, on va jouer avec ça au niveau de la console, histoire que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais démarrer ma petite console. Alors, juste avant, je vais nettoyer le terminal et on va faire un coup de Rails C. Et on va centrer ça un petit peu sur l'écran. Donc je vais prendre mon premier article. Je fais un p égale post.first. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première catégorie. Catégorie.first. Automatiquement, le fait d'avoir défini ici un belongs to, ça a permis de rajouter au niveau de notre modèle toute une série de méthodes. Donc ces méthodes, vous ne pouvez pas les deviner, elles sont disponibles au niveau de la documentation. Si vous cherchez dans le guide et que vous cherchez les associations, on va vous définir les différents types d'associations qu'il est possible de faire. Pour l'instant, nous, on est sur le belongs to. Et ensuite, plus en bas, on a les différentes références. Et là, on a en fait les méthodes qui sont rajoutées. Et il faut remplacer association par le nom de notre association. Donc si par exemple, moi, je lui demande sur mon premier article, j'aimerais bien que tu me donnes le nom de la catégorie associée, il va me renvoyer nil. Parce que il va voir la liaison. Pour l'instant, on n'a rien défini. Donc lui, il ne trouve aucune association de fait et il me renvoie nil. On a aussi notre méthode qui permet de définir l'association que l'on veut faire. Nous, en l'occurrence, on veut associer notre catégorie à notre article. Donc on peut faire p.catégorie et lui dire je veux rentrer la catégorie dedans. Donc la catégorie, nous, on l'avait créée dans une variable que l'on avait appelée c. Si je fais ça, pour l'instant, il ne fait rien. Et ensuite, je peux persister les données avec un save. Et si je fais un save, il met à jour ma base de données. Et la seule chose qui change, c'est le champ catégorie ID, qu'il passe à 1. Alors au passage, il modifie aussi le timestamp, mais ça on s'en fiche.
Maintenant, si je lui demande, tiens, j'aimerais bien que tu me donnes la catégorie qui correspond à cet article-là, automatiquement, il va me retourner une nouvelle instance du modèle catégorie. Si je veux le nom de la catégorie associée, je peux faire p.category.name. Et là, ça me donne catégorie de test. Après, on a 3 autres méthodes qui permettent de créer les associations à la volée. Par exemple, si je veux créer une catégorie qui est automatiquement associée à cet article, je peux faire au niveau de mon terminal, récupérer mon article. Je lui dis create, le nom de l'association, ça va être catégorie, et je lui passe en paramètre les différents attributs. Donc nous, ce que l'on avait dit, c'est qu'on avait mis un nom à nos catégories, donc on va l'appeler démo, et on avait mis un slug. Et le slug, on va mettre démo en minuscule. Si je fais ça, automatiquement, il va créer une nouvelle catégorie, et il va mettre à jour notre article pour qu'il soit associé à cette nouvelle catégorie. Et pour persister les informations, je fais un coup de p.save. Et là, il met le catégorie ID à 3 pour associer ma catégorie qui vient d'être créée à cet article-là. Et de la même façon, on a la méthode build qui permet tout simplement de construire une association. Et la méthode createAssociation avec un point d'exclamation qui permet de renvoyer une exception si jamais on a un problème. Alors que celle-là renverra simplement un false. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant prendre la dernière catégorie et l'associer au second article. Donc hop, je vais nettoyer un peu mon terminal, je fais un coup de p égale post.last, je fais un c égale catégorie, et on va prendre la catégorie numéro 2, et je vais associer cette catégorie à l'article. Donc je fais p.catégorie, et je lui dis que c'est cette catégorie. Et ensuite je fais un coup de p.save, et automatiquement il mettra à jour les informations. Maintenant je peux quitter. Ce que j'aimerais bien faire, c'est gérer ça et gérer cet affichage au niveau de notre listing. Dans le listing de mes différents articles, j'aimerais bien afficher le nom de la catégorie. C'est très très simple. Il me suffit au niveau de ma page index de lui dire ici, je veux juste après afficher le nom de la catégorie. Donc je vais mettre un petit p, je vais dire catégorie, et je vais afficher post, je récupère la catégorie, et je récupère ensuite le nom. Et si maintenant j'essaie de réactualiser la page, ça me donne la catégorie associée à chacun des articles. Alors il y a 2 petits détails importants lorsque l'on fait ce type d'association. Détail numéro 1, gérer le cas où la catégorie est nil. Si vous ne mettez pas en place une validation particulière et que votre article, donc là on va le modifier directement au niveau de la base de données, hop, vous lui donnez une catégorie à nul, ou vous mettez par exemple rien, voilà. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va faire la liaison, catégorie va être nulle, et du coup il va essayer d'utiliser la méthode name, celle que l'on a définie ici, sur quelque chose qui est nul. Et du coup on va avoir une erreur. Donc si jamais ce cas peut se présenter, pensez à bien mettre une condition. On va mettre if post.catégorie. Dans ce cas-là, je veux que tu fasses le reste, sinon je veux que tu ne fasses rien. Voilà, ce qui permettra d'éviter cette petite erreur. Donc pensez à ça si jamais vos relations ne sont pas forcément définies. Bon, je vais revenir en arrière parce que moi je pars du principe qu'elles sont toujours définies. Et pensez à mettre cette condition. L'autre souci, c'est plutôt un souci de performance. Si je regarde au niveau de mon terminal et plutôt la console côté serveur, je vois qu'il fait 2 requêtes les unes à la suite des autres. En fait, il fait ce que l'on appelle du lazy loading. Tant qu'on ne lui demande pas l'association, c'est-à-dire que si on enlève ce code-là, il ne va pas récupérer les catégories associées. Il ne les récupérera que si on en a besoin. Et du coup ici, il fait qu'une requête. Le problème, c'est que si j'affiche 10 articles sur une page, ça veut dire qu'il va faire 10 requêtes les unes à la suite des autres. C'est ce que l'on appelle le problème N+1. Pour afficher 10 articles, il va faire 11 requêtes, ce qui est évidemment pas forcément une bonne chose en termes de performance. Si vous êtes sûr d'avoir besoin des catégories dans le listing de votre page, vous pouvez lui forcer, entre guillemets, la récupération. Dans ce cas-là, ça va se gérer au niveau de notre contrôleur. Donc on pourrait se créer un scope d'ailleurs pour faire ça, mais on va plutôt le faire ici au niveau du contrôleur. Et on va lui dire d'inclure une relation. Donc pour cela, on utilise la méthode includes, et on lui dit qu'est-ce qu'il doit inclure. On veut inclure la relation catégorie. Si je fais ça et que je réactualise ma page, je ne vais voir aucune transformation. En revanche, si je regarde au niveau de mon terminal, ça a permis de résoudre le problème N+1. Là, il récupérera la liste des articles. De cette liste, il extraira la liste des ID correspondant à chaque article, et ensuite il utilisera la liste des articles dans une seconde requête. Donc si on avait 10 articles à afficher, il ne ferait que 2 requêtes, ce qui est évidemment plus performant. Alors il ne le fait pas par défaut parce que suivant les cas, ça peut être un petit peu mieux d'avoir cette autre condition-là. On le verra plus tard lorsque l'on parlera de mise en cache. Mais sachez que si jamais vous n'avez pas de mise en cache, il faut bien faire attention au nombre de requêtes que peut générer votre code. C'est vrai que Ruby on Rails a tendance à vous simplifier la vie, mais il ne faut pas oublier derrière que ça
n'empêche pas de mauvaises pratiques et de mauvaises performances au niveau du serveur si on ne fait pas attention. Donc pensez à bien regarder votre terminal pour voir s'il y a un nombre de requêtes un petit peu anormal lorsque vous développez votre application. Donc pour l'instant, dans notre relation, on n'a pensé qu'aux articles, mais du coup, il y a une relation inverse par rapport aux catégories. Les catégories ont plusieurs articles. Donc ça, c'est une relation de type asMany. Donc on va se rendre dans notre table catégorie, enfin dans notre modèle catégorie, et on va rajouter cette relation. Donc ça se fait un peu de la même manière, on met un as_many, c'est une méthode de classe, et on lui passe en premier paramètre le nom de la relation. Ici, ça va être post au pluriel. Automatiquement, on a suivi les conventions et Ruby on Rails se débrouille tout seul. Il sait qu'il y aura une table post, une classe post et tout ça et tout ça. Alors, je ne le précise pas forcément, mais pour ces méthodes-là, vous avez la possibilité de rentrer tout un tas d'options. Si vous allez sur l'API de Rails et que vous cherchez directement la méthode asMany, on va vous montrer toutes les conditions qu'il est possible de faire. Donc il est par exemple possible de préciser un nom de classe, si jamais votre classe n'a pas un nom normal. On peut préciser la clé étrangère à utiliser, le type de clé étrangère, la clé primaire associée au modèle. Donc on peut vraiment aller assez loin au niveau de la configuration. Encore une fois, c'est des choses dont on n'a pas besoin si on respecte bien les conventions. C'est souvent, on en a souvent besoin lorsqu'on importe une base de données un petit peu cracra. Et on parlera du dépendant juste après. Donc si maintenant j'ai cette relation-là, je vais pouvoir aussi récupérer les articles depuis une catégorie. Donc je vais me rendre dans ma console, je vais quitter la console et la redémarrer, histoire qu'ils prennent en compte les modifications que je viens de faire. Donc comme on l'a vu, on peut récupérer une catégorie depuis un article. On peut aussi faire l'inverse. Je vais prendre la première catégorie, ou plutôt la dernière, parce que je crois qu'il y a des articles associés. Et si je veux l'ensemble des articles associés à cette catégorie, j'ai une méthode. Donc là encore une fois, il suffit de se référer dans la documentation. Hop. Donc là on a fait une relation de type asMany. Donc si on veut connaître l'ensemble des méthodes magiques qui sont créées, elles sont ici. Et ici, collection prendra le nom de notre collection. Donc si on fait c.post avec un s, ça nous fait une seconde requête qui nous récupérera un tableau qui contiendra les différents enregistrements. Là, en l'occurrence, je crois que ça en récupère un seul. Ouais, ça en récupère un seul. Mais s'il y en avait plusieurs, ça en récupérerait plusieurs. Et ça renvoie pas exactement un tableau, mais ça renvoie ça sur lequel on peut ensuite utiliser les méthodes classiques d'une collection. Par exemple, on peut lui demander tiens, je veux seulement le premier, ou on peut même rajouter une condition. Je peux lui dire, je veux seulement les articles qui sont online. Et on peut même utiliser, et ça c'est vraiment cool, les scopes que l'on a définis pour nos articles. Par exemple, on avait défini un scope online, si je me souviens bien. Dans ce cas-là, il récupérera les articles, et lorsqu'il fera la seconde requête, il utilisera notre scope, où il mettra le where post online est égal à 1. Donc ça peut être vraiment puissant à ce niveau-là. Donc après, les différentes méthodes parlent d'elles-mêmes, c'est relativement simple. Les find, les where et compagnie permettent de faire les choses. Le create permet de créer un nouvel enregistrement à la volée. Ça permet de rajouter un enregistrement par exemple. On va peut-être l'utiliser juste pour vous montrer. Alors l'article qui est actuellement associé, c'est l'article numéro 3. Donc on va prendre l'article numéro 4. Donc on fait p égale post.find et on récupère l'article 4. Et j'aimerais bien associer cet article à la catégorie. Et ce que je peux faire, c'est faire un c.post et lui dire je veux rajouter cet article-là. Si je fais ça, il va modifier l'article associé pour modifier le nom de sa catégorie. Et automatiquement, pouf, on se retrouve comme ça avec l'enregistrement qui est correct. Mais on peut le faire vraiment dans tous les sens. Après, ça va dépendre de votre algorithme et comment se déroulent les choses et qui est la cible entre guillemets de votre système. Enfin, juste pour finir sur cette condition-là, quand on avait regardé un petit peu les options, j'ai passé un petit peu sous silence certaines options, mais il y en a quelques-unes qui sont plutôt pratiques. Il y a le dépendante. Donc le dépendante, globalement, vous permet d'indiquer qu'une relation, que les données vers lesquelles vous liez sont dépendantes de cette donnée-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez supprimer une catégorie, ça peut automatiquement supprimer tous les articles associés. Bon, en général, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Mais par exemple, si vous avez un article qui va contenir des images, vous voulez que lorsque un article est supprimé, les images soient supprimées. Et au niveau de cette option dépendante, on peut préciser les méthodes à utiliser. La méthode destroy permettra de déclencher les callbacks sur tous les enfants. Et le delete all permet simplement de faire un delete all et les callbacks ne seront pas appelés. Et le nullify permet de mettre en fait les valeurs à nul, mais n'appelle pas les callbacks non plus. Donc faites bien attention parce que ça a quand même des conséquences assez importantes. Si je reprends mon exemple d'articles qui ont des images, en général, vous allez plutôt utiliser le destroy parce que vous voulez que les callbacks soient appelés pour qu'ils suppriment les images de chacun des articles.
Le problème, c'est que en termes de performance, c'est un petit peu plus lent. Alors qu'un delete all, il fait un simple delete au niveau de SQL et hop, tout est vidé. Donc globalement, le type de politique que vous allez utiliser là va dépendre en fait du fait que vous ayez ou non des callbacks au niveau de vos modèles. Le counter cache, comme son nom l'indique, permet de rajouter un counter au niveau de votre relation. Donc lorsque vous créez des articles, vous allez parfois avoir envie de compter le nombre d'articles associés à une catégorie en particulier. Le problème à l'heure actuelle, c'est que si je veux récupérer le nombre d'articles associés à une catégorie en particulier, il est obligé de faire une requête SQL à chaque fois, ce qui n'est pas forcément évident. Si vous avez 10 catégories et que vous voulez afficher le nombre d'articles pour ces 10 catégories, vous n'avez pas envie de faire des tonnes et des tonnes de requêtes, forcément. Donc là, on va utiliser le counter cache. Donc la première chose à faire, c'est de modifier la relation qui a le belongs to. Donc c'est cette relation-là. Un article appartient à une catégorie. Donc c'est au niveau de cette relation, vous allez mettre dans les options un counter cache et vous allez mettre la valeur true. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui passer ici le nom du champ à utiliser pour compter les choses. Par défaut, il prendra le nom de la table associée suivi de underscore count. Donc attention, il faut mettre ce champ-là non pas sur article mais sur catégorie, parce que c'est les catégories qui vont garder une trace du nombre d'articles qui sont associés. Donc il faut bien avoir ça en tête, il faut bien comprendre les relations. N'hésitez pas à regarder la formation MySQL si c'est pas clair. Parce que c'est plus vraiment le problème de structure de données ici que du Ruby ou du Ruby on Rails à proprement parler. Donc au niveau de notre base de données, il faut rajouter ce champ. Donc on va le faire au niveau de notre terminal. Donc je fais un coup de Rails gmigration. Force on en crée pas mal. Je vais ajouter. Donc on avait dit qu'on allait l'appeler. Donc ça va être post underscore count to categories. Et on avait dit qu'on allait l'appeler post underscore count et que ça allait du coup être un integer. Je vais ensuite modifier ça pour ajouter une valeur par défaut. Bon, bien que ça devrait prendre la valeur par 0 par défaut, mais on va le préciser, comme ça on est sûr à 100% que ça ne prend pas la valeur nil par exemple. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je fais la migration, je fais un coup de Rails db de .migrate. Et à partir de maintenant, il mettra à jour le champ dès qu'on fera une association. Donc on va repartir en mode console. Donc je vais faire un coup de Rails C. Je vais prendre le premier article. Hop. Je vais prendre la première catégorie. Je ne vais pas forcément me prendre la tête. Et ensuite, je vais lui dire dans les catégories, je veux que tu rajoutes l'article numéro 1. Si je fais ça, il fait un coup de update, il met à jour mon article pour l'associer à la bonne catégorie, et ensuite il utilise un système d'incrémentation pour incrémenter le post count. Si je regarde au niveau de ma base de données, si je regarde la table catégorie, il a bien deviné que cette catégorie a un article supplémentaire, donc il a rajouté de 1, et ensuite il a décrémenté cette valeur-là. Alors au passage, ça donne un petit peu n'importe quoi, et il faut bien faire attention à ça. Le counter cache, il ne recalcule pas. Il fait juste une incrémentation et une décrémentation. Donc vu que lorsque j'ai fait la migration, tout était à 0, après il a fait son incrémentation, et on n'était pas parti sur des bases saines. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de reset quand même les compteurs. Il y a une méthode qui s'appelle reset counters qui vous permet de le faire. Donc là, ça sera sur le modèle catégorie. Et ensuite, c'est un reset underscore counters. Et on ne peut pas le faire globalement, il faut préciser l'idée de la catégorie. Donc là, par exemple, nous, on avait 3 catégories, 1, 2, 3, ça va être plutôt simple. On va lui dire, je veux que tu reset le compteur pour la catégorie numéro 1. Et je veux que tu le reset sur l'association post avec un S. Et dans ce cas-là, hop, il mettra tout à jour. Donc on va faire 2 et 3. Voilà, comme ça, tout est bien reset. Et si je réactualise, j'ai des données qui sont correctes. Si maintenant je change le dernier article de catégorie, je fais c.post et on va lui rajouter, donc c'est la première catégorie, on lui rajoute le dernier article, post.last. Hop, il fait les changements, il met à jour les compteurs et du coup cette catégorie a maintenant 2 articles et cette catégorie n'en a plus aucun. Et du coup les compteurs se sont bien mis à jour correctement. Maintenant, lorsque vous avez besoin d'afficher les catégories avec le nombre d'articles associés à chaque fois, vous n'avez pas besoin de faire des liaisons, vous pouvez directement utiliser ce champ-là. Ça nous permet d'économiser en performance et vous le voyez, Ruby on Rails gère ça absolument tout seul comme un grand. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à faire les calculs nous-mêmes. Voilà. Bon, après il y a différentes choses, mais je vous laisserai regarder au niveau de la documentation. C'est vraiment les 2 seules choses dont vous pourriez avoir besoin en particulier. Donc ça, c'est la relation entre guillemets la plus simple que l'on peut avoir. Il y a une relation un petit peu plus compliquée qui est le as and belongs to many et le as many foo. Alors ces 2 relations, pour moi, elles sont un petit peu identiques. C'est juste la manière de la créer qui est différente. Donc on va d'abord regarder le as many foo. Le as many foo permet en fait d'avoir, je suis désolé pour la prononciation au passage, d'avoir une table intermédiaire qui sert de liaison. Donc par exemple,
Ils prennent ici des patients, on va appeler ça des docteurs, et des rendez-vous. Un patient peut appartenir à un ou plusieurs docteurs et un docteur peut avoir un ou plusieurs patients. Et cette relation-là est déterminée par les rendez-vous. Donc c'est les rendez-vous qui permettent de faire la liaison entre un docteur et un patient. Dans ce cas-là, on utilisera le AsManyFor. Donc globalement, c'est un petit peu comme ce que l'on a fait, sauf qu'on va avoir une table au milieu des deux qui permet de faire la liaison entre les deux. Dans le cas de la relation As_belongs_to_many, c'est exactement un petit peu le même principe si vous regardez, si ce n'est qu'on n'a pas de modèle pour représenter la table intermédiaire. Donc là, c'est juste une table qui sert de liaison, alors que dans l'autre cas, la table rendez-vous pouvait avoir une utilité particulière. Au niveau de la structure MySQL, c'est à peu près la même chose, mais c'est au niveau de la logique, au niveau de Ruby on Rails qui va être différente. Donc après, au niveau du fonctionnement, sur les différentes méthodes qui en résultent, c'est à peu près la même chose. Mais pour essayer, on va partir sur du As_belongs_to_many. Et on s'imagine, tiens, j'aimerais bien avoir des articles et j'aimerais bien avoir des tags pour mes articles. Mais les tags, ce n'est pas comme des catégories. Un article peut avoir plusieurs tags, mais de la même façon, un tag peut appartenir à plusieurs articles. Donc là, on est typiquement dans une relation de type As_belongs_to_many. Donc la première étape, ça va être de créer notre table. Alors là, je vais utiliser plutôt la commande pour générer un modèle, comme ça générera les deux. Je fais un coup de Rails G modèle. On va l'appeler tag et on va lui dire qu'on va avoir un nom qui sera une chaîne de caractères. Donc il va créer la migration qui va s'appeler createTag, qui va contenir notre champ sous forme de chaîne de caractères et on va enlever la partie timestamp parce qu'on n'en a pas besoin. On s'en fout de connaître la date de modification et de création d'un tag en particulier. Et en plus de ça, il a créé le fichier tag.rb qui va contenir notre modèle. Et pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Ensuite, j'ai quand même besoin de créer une nouvelle migration pour lui dire qu'il doit faire la liaison entre nos articles et nos tags. Et on a besoin de créer cette table de liaison. Donc pour cela, on fait un coup de Rails, G migration, on va l'appeler create join table et on va préciser qu'elle fait la liaison entre les articles et les tags. Alors pour cette liaison-là, il faut mettre les noms des modèles au pluriel, donc le nom des tables, et rangés par ordre alphabétique. Donc ici, ça va être un P qui arrive en premier, donc on mettra post underscore tags. Et ça fait la liaison entre un article et un tag. Si je regarde cette migration, hop, il va mettre à l'intérieur un simple code qui permet de créer une table de liaison entre les posts et les tags. Et après, je peux choisir de définir un index particulier. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça, on ne touche à rien. J'essaie maintenant de lancer ma migration, donc je fais un coup de Rails db2.migrate et on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de MySQL. Donc je vais réactualiser ma page, j'ai ma table tag qui va contenir mes tags et j'ai ensuite cette table de liaison qui donc à ces deux enregistrements. Et si je veux améliorer les performances, je peux choisir d'utiliser des index. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais rollback. Donc ça rollback juste sur la dernière, qui était celle-là. Et là, je vais définir des index, histoire que ça soit plus performant au niveau de MySQL pour récupérer les informations. Après, par contre, ça prendra un petit peu plus de place. Si maintenant, je réactualise cette table-là, j'ai mes deux petits index. Impeccable. Maintenant, je vais pouvoir faire la liaison. Donc pour faire la liaison, il faut utiliser la méthode As_belongs_to_many que l'on avait vue dans la documentation. Donc globalement, un article va appartenir à plusieurs tags et un tag appartiendra à plusieurs articles. Donc je vais d'abord dans mon modèle post et je rajoute cette relation. Donc je lui dis As_belongs_to_many tag avec un S. Et de la même façon, dans mon modèle tag, je fais la même chose, et je lui dis As_belongs_to_many posts. Voilà, et mes deux sont maintenant reliés. Si je regarde encore une fois au niveau de la documentation, je remonte. Donc le As_belongs_to_many association reference, j'ai accès à toutes ces méthodes-là. Au passage, ce sont des méthodes qui ressemblent pas mal à ce que propose le AsMany aussi. Donc les deux sont à peu près similaires. C'est pour ça que le AsManyFor a à peu près la même API que le belongs_to_many. Parce qu'au final, c'est un peu la même relation, sauf qu'on n'a pas besoin de créer un modèle pour la table de liaison. Maintenant, je vais me rendre au niveau de ma console et on va faire des petits essais. Donc, on va créer un petit tag. Donc, on va l'appeler t égale tag.create et on va lui donner un nom. On va lui donner le nom, ça va être Ruby. Voilà. Et je vais en créer un second que je vais appeler t2 égale tag.create et on va l'appeler Rails. Je prends mon premier article et je me dis, j'aimerais bien associer ces deux tags à mon article. Donc là, je peux utiliser une des méthodes qui est disponible ici.
Donc la méthode la plus simple, c'est soit d'utiliser celle-là, soit celle-là. Bon, à vous de voir. Bon, allez, on va passer celle-là, on va utiliser pour changer. Donc on part des articles. Ensuite, on prend la collection, l'association. C'est ce qui est montré juste ici. Et sur cette collection, on utilise le égal, donc la méthode égale, et on lui passe un tableau qui contiendra les tags. Donc le tag 1 et le tag 2. Hop. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il a créé deux lignes au niveau de notre table de liaison qui permet de faire la liaison. Si maintenant je lui demande, tiens, j'aimerais bien récupérer les tags qui correspondent à cet article-là, ben, automatiquement, il les affiche. Donc là, il n'a pas besoin de faire une requête supplémentaire parce qu'il les a déjà. Mais si je casse un petit peu la relation qui est faite en lui demandant de refaire le post.first.tags, ben là, il va faire d'abord le select pour récupérer l'article qui correspond à ce que j'ai demandé, et ensuite, il va taper la table de liaison, faire un inner join et récupérer les informations. Et du coup, il me renverra la liste des tags qui correspond. Et de la même façon, ben, je peux lui dire ici, sur cette liste des tags, je veux récupérer le tag qui correspond à l'ID 3 ou 2. Bon, c'est un petit peu con, mais voilà, ça me sortira que l'article, que le tag qui correspond à cet article-là. Si je veux supprimer un tag en particulier, ben dans ce cas-là, j'utiliserai la méthode delete. Alors attention, le delete supprime la relation. Ça ne supprime pas l'enregistrement. Donc si je fais p.tags.delete, je supprime le tag T2, ben, il supprimera la relation. C'est bien ce que l'on voit là. Par contre, si je lui dis je veux que tu destroy T2, ou destroy carrément le premier tag, ben là il supprime la relation et en plus il appelle les callbacks. Donc on voit la différence entre les deux, c'est que dans cette seconde condition, pour appeler les callbacks, il a d'abord récupéré la liste des ID, alors que là il a fait un simple delete from, il ne s'est pas forcément soucié. Donc dans notre cas, ici, on peut faire un delete ou on peut faire un delete, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous utilisez un as many through et que vous utilisez une table intermédiaire, ben mieux vaudra utiliser le destroy, comme ça vous faites appel au callback du modèle qui sert de table de liaison. Voilà, donc ça dépendra des cas d'utilisation, mais il faut bien faire attention. C'est toujours le même problème, hein. Il y a toujours cette notion de callback et suivant les cas, vous avez besoin ou non d'utiliser les callbacks. Et après, comme ça, vous avez plein d'autres méthodes. Bon, je pense pas forcément à grand chose, mais si vous avez besoin de supprimer toutes les liaisons, vous prenez votre article et vous lui dites je veux que tu récupères tous les tags et que tu fasses un gros clear. Et dans ce cas-là, ça supprime toutes les relations. Et si maintenant je lui demande tous les articles, tous les tags qui sont associés à l'article, effectivement, je ne trouve rien. Mais comme je vous l'ai dit, ça marche dans les deux sens. Si je prends le premier tag et je peux lui demander j'aimerais bien récupérer les articles qui sont associés. Et pour l'instant, il n'en a aucun. Et de la même manière, je peux lui dire, tiens, dans les articles, je veux que tu rajoutes le premier. Et hop, il va faire l'insert. Et maintenant, mon premier tag a l'article associé et inversement, l'article a le tag associé. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, on va prendre l'article et on va lui associer le tag numéro 2. Donc c'était T2. Voilà. Si je veux faire ça maintenant au niveau de ma vue, histoire que ce soit un petit peu plus sympa, j'aimerais bien afficher les tags qui sont associés aux différents articles. Donc là, hop, je vais au niveau de ma vue, post/index. Voilà. Et juste avant, je vais peut-être prendre le dernier article, prendre ces tags et lui associer le tag 1 au pif. Voilà, histoire qu'on ait moins des tags pour les deux articles. Je vais faire un nouveau paragraphe, poum poum poum, et je vais lui dire la liste des tags qui correspond. Donc là, j'ai besoin de faire une petite boucle. Donc je vais lui dire pour chaque tag, donc ça va être post.tags.each do, et je récupérerai ici les tags les uns après les autres. Et pour chacun de ces tags-là, j'afficherai simplement le nom. Bon, pour l'instant, ça ne sera pas forcément terrible, mais on fera un tag.name et on mettra ensuite une petite virgule. Bon, on gérera l'affichage un petit peu plus sympa juste après. Donc en revanche, contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de vérifier parce que par défaut, s'il ne trouve aucun tag, il ne mettra pas la valeur nil, mais il mettra un tableau vide. Si je fais un essai, c'est-à-dire qu'ici je prends le dernier article et je delete le tag qui correspond, voilà, ça commence à faire des longues lignes, mais hop, si je réactualise, ça me donne un tableau vide et du coup le each fait un truc sur du vide. Si vous voulez quand même compter le nombre de tags et n'afficher ça que s'il y a des tags, vous pouvez mettre la condition if post.tags.empty et ça sera plutôt différent. Là on pourrait même utiliser un unless. Voilà, je préfère utiliser les if tout le temps parce que j'ai du mal avec le unless personnellement. Hop, voilà. Et là maintenant il n'affichera les tags que si on a des tags. Ce qui est plutôt pratique. Voilà. Et dans ce cas-là, l'article numéro donné n'ayant pas de tag, il ne les affiche pas.
Donc après, évidemment, ce code peut être amélioré, hein. Ici, j'ai fait ça pour vraiment vous montrer qu'il y a une boucle. Mais ce que l'on peut faire, c'est lui dire, pour chaque tag, je veux que tu mappes et que tu utilises la méthode name, ce qui va nous donner un tableau contenant la liste des noms. Et ce tableau, j'utilise ensuite la méthode join, et je te join par une virgule séparée d'un espace. Ce qui permet comme ça d'afficher la liste de manière plus sympa. Voilà, c'est une manière de faire, mais ça permet comme ça d'avoir les différents tags. De manière générale, vu quand je veux les liens, moi je suis obligé d'utiliser une méthode un peu plus complexe ici, mais ça peut être une solution pour comme ça itérer et faire un joli truc. Donc là maintenant, j'ai les tags associés à mes différents articles. Et je vais remettre un tag au second article, histoire que ça soit plus équilibré. Donc de la même manière que précédemment, hein, si je regarde au niveau de mon terminal, les différentes requêtes que ça exécute, mais il va se mettre à faire une requête au niveau de la table de liaison pour chacun des articles, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc là encore une fois, si vous voulez améliorer les performances de votre application, il vous suffit au niveau de votre contrôleur, ou dès que vous faites cette requête-là, de faire du eager loading et de lui dire « je veux que tu récupères les tags associés de manière directe ». Si je réactualise, hop, cette fois-ci, le nombre de requêtes, on voit que ça a été réduit. Il récupère la liste des articles et ensuite il utilise ce in pour pouvoir récupérer la liste des ID des tags qui sont associés à ces différents articles. Et ensuite il fait cette liaison-là. Donc là au total on a 4 requêtes au lieu des 6 précédentes, ce qui est forcément une bonne chose. Donc après avec ce système vous pouvez vraiment aller en profondeur. C'est-à-dire que si vous vous dites, alors là je vais quitter ça, je vais relancer la console et on va nettoyer. J'aimerais bien partir de la catégorie et récupérer les articles et les tags associés. Et ça en évitant de faire 3 tonnes de requêtes. Ce que vous pouvez faire, c'est lui dire je veux les catégories. Donc je les veux toutes. Et rajouter dans le includes comment vous voulez aller en profondeur. Donc vous pouvez lui dire je veux les articles. Et ça récupère automatiquement les articles. Mais ce que vous pouvez lui dire, c'est sur les articles, je veux que tu récupères par exemple les tags. Si vous faites ça, vous allez tomber sur une super erreur. Parce que forcément je suis un gros con. Ici c'est post avec un S. Hop. Là, dans ce cas-là, il va faire le eager loading jusqu'au dernier niveau. Il va récupérer à la fois les posts, mais aussi les tags associés. Ce qui me permet ensuite de récupérer, par exemple, dans mon système, j'aurais dû stocker ça dans une jolie variable qui va s'appeler categories. Si je lui demande le premier article, et ensuite sur cet article, je lui demande le premier tag qui est dessus, ça va me donner le bon résultat. Alors forcément, ça va me donner un mauvais résultat parce que ici, hop, c'est la première catégorie, je veux le premier article et les premiers tags. Automatiquement, ça me donne le résultat sans forcément faire de requêtes supplémentaires. Voilà, donc avec ce système d'include, vous pouvez aller pas mal en profondeur, aller de liaison en liaison. Après, il faut savoir quand est-ce que s'arrêter et parfois, il mieux vaut faire du lazy loading, mettre en cache les informations pour éviter de faire ce genre de choses. Mais sachez que c'est là et que vous pouvez comme ça forcer Ruby on Rails à récupérer tout d'un coup, histoire de limiter le nombre de requêtes SQL qui est faite au niveau de votre serveur. Donc voilà pour les relations de base. Une dernière petite relation qui peut peut-être être un petit peu plus compliquée. Donc le as many foo, je le passe complètement sous silence. C'est tout simplement le même principe que le as belongs to many. Je pense qu'il vous suffira de lire la documentation pour comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Le dernier truc qui nous intéresse, c'est le principe des relations polymorphiques. Donc une relation polymorphique, c'est une relation qui peut affecter plusieurs tables à la fois. Par exemple, on va imaginer avoir un système de méta qui affecte à la fois les catégories et les articles. Donc la première chose à faire, ça va être de créer la table qui correspond. Donc nous, on va l'appeler méta. Donc on est parti, hop, je coupe ici, c'est un coup de exit, on fait un coup de Rails G migration, create underscore meta. Je ne rentre rien à l'intérieur parce que, hop, je vais directement prendre le code qui est donné dans la documentation et le mettre dans mon change. Donc je vais créer une table qui va s'appeler méta. Dans cette table, j'ai un premier champ qui va être le nom de ma méta. Et cette méta peut être à la fois associée aux catégories et aux articles. Donc globalement, on va devoir créer deux champs. Un champ qui permet de retenir le nom du modèle et un champ qui va permettre de connaître l'ID. Donc ces champs-là, on les appelle avec un nom qui va être le nom de notre relation polymorphique. Et ensuite ID et le nom de notre relation polymorphique suivi de type. Donc nous, on va l'appeler métable. C'est pas terrible comme nom, mais bon, ou métaable. Bon, vous nommez ça comme vous voulez. Voilà. Et on va enlever la partie timestamp parce qu'on s'en fiche. Ensuite, on rajoute un index qui est composé de la combinaison de ces deux index-là. Donc ici, ça sera métable ID et métable type. Et on va l'appeler méta avec un S. Voilà, globalement, on reprend exactement ce qu'ils nous ont montré dans la documentation. Il n'y a pas grand-chose à interpréter à ce niveau-là.
D'ailleurs, si j'avais lu un petit peu plus bas, on peut simplifier en utilisant ça. Hop, du coup, ici, je peux enlever ça et ça. Les deux choses sont équivalentes. Donc nous, on avait dit, on allait l'appeler meta-able. C'est une relation de type polymorphique et ça utilise des index. Voilà, et on enlève le timestamp. Maintenant, je peux faire ma migration. Donc je fais un coup de Rails migrate. Hop, et j'oublie pas le db devant. Il va effectuer la migration. Je vais créer le modèle. Je vais directement le faire ici, parce que comme ça, il va pas vouloir créer la migration et m'embêter. Donc ce modèle, je vais l'appeler meta.rb. Ça va être une classe que je vais appeler meta, qui va étendre du application record. Et à l'intérieur de ce modèle-là, on va pouvoir définir la relation. Donc là, il faut bien se poser quelques secondes. On a notre table article et notre table post qui vont avoir plusieurs méta. Et notre méta appartiendra soit à un article, soit à une catégorie. Donc globalement ici, on mettra un simple belongs to. Et dans le belongs to, on ne mettra pas directement le nom du modèle parce qu'on ne le connaît pas à l'avance, mais on utilisera le nom de notre relation polymorphique. Ici, c'est ça, c'est métable. D'ailleurs, j'ai mis 2 T, c'était pas très malin. Et on va lui dire que c'est polymorphique. Donc là, on mettra polymorphique de point true. Comme ça, suivant les champs qui sont utilisés dans notre table, il saura s'il doit faire la liaison avec les articles ou avec les catégories. Côté articles et catégories, ils auront plusieurs méta. Donc on mettra un coup de as many, 2 points méta, donc un article a plusieurs méta, et on lui dira que c'est grâce à la relation métable. Donc automatiquement, il saura faire la liaison. Et ici, il y a 2A. Et on fait la même chose au niveau de notre modèle catégorie. Maintenant, si je veux essayer, on va le faire directement depuis le terminal, on ne va pas forcément se prendre la tête. Je redémarre ma console en faisant un coup de Rails C. Je vais créer une nouvelle méta et l'associer à un article en particulier. Donc je fais un coup de P égale post.first. Donc là, je récupère mon premier article. Ensuite, je lui demande l'ensemble des méta qui correspondent. Et il sort une jolie erreur. Alors c'est tout à fait normal, c'était aussi pour vous montrer ça. Par défaut, Ruby on Rails, il met tout au pluriel, mais il n'est pas si con que ça. Lui, il sait que mettre au pluriel, c'est pas simplement mettre un S. Et dans le cas de méta, il sait que c'est un mot qui est invariable. Donc méta au pluriel, ça donne méta sans S. Et forcément, nous, dans notre cas, on avait pensé un petit peu simplement, et on avait rajouté un S. Du coup, ça pose ici un petit problème. Donc vous avez 2 solutions pour remédier au problème. Le premier, c'est tout simplement de changer le nom de la table qui va être associée à notre modèle. Donc nous ici, au niveau de notre système méta, on va lui dire, je veux que tu changes le table name. Donc ça sera table underscore name. Et on va lui dire que le nom de la table, ça sera méta au pluriel. On va lui forcer un petit peu la main à ce niveau-là. On n'a pas respecté les conventions. Je fais un coup de Rails C. Et cette fois-ci, je récupère le premier article. Et je lui demande l'ensemble des méta. Et cette fois-ci, ça ne lui pose aucun problème. L'autre solution, ça serait de créer une migration et de régler notre problème. Et c'est ce que l'on va faire, parce qu'on ne va pas rester sur quand même une grosse erreur d'orthographe. Donc on fait un coup de Rails, G migration, rename meta. Donc on va l'appeler rename meta tout simplement en fait. J'ai pas besoin d'écrire grand chose. Je vais modifier cette migration. Et à l'intérieur, on a une méthode qui s'appelle rename table. On lui passe en premier paramètre le nom de la table, donc ce sera méta avec un S, et en second paramètre le nouveau nom à utiliser. J'effectue cette migration, donc je fais un coup de Rails db2.migrate. Il va renommer ma table convenablement. Et maintenant, au niveau de mon modèle, je n'ai plus besoin de mettre ce table name. C'est quand même beaucoup plus propre de respecter les conventions. Et là, je peux redémarrer. Je vais lui redemander de récupérer le premier article, et ensuite je vais lui dire je veux les méta qui correspondent. Et cette fois-ci, ça ne pose aucun problème. Donc dans ces méta, je vais en créer une. Donc encore une fois, si on ne se souvient pas, il ne faut pas hésiter à se rendre sur la documentation et voir l'ensemble des méthodes qui sont disponibles pour le asMany. Dans le asMany, si je veux créer un nouvel enregistrement, donc j'ai build et create. D'ailleurs, si vous descendez un petit peu plus bas, on vous explique la différence. Globalement, le build permet juste de construire l'objet sans forcément persister, alors que le create permet de construire. Donc nous, c'est ce que l'on va faire. Je vais construire un objet directement, donc je fais un create, et on va créer une nouvelle méta, on l'appellera par exemple SEO underscore title, qui permettra de connaître le titre de l'article. D'ailleurs, j'étais trop con, j'aurais dû mettre une value pour les méta, moi c'est pas grave. Et là, je lui dis, voilà, le nom de cette méta, ça sera SEO title. Ce qu'il fait, c'est qu'il va du coup insert dans la table méta, il va mettre le nom qu'on lui a donné, et automatiquement, il va utiliser la relation polymorphique. Du coup, ici, cette méta sera associée à l'article, post, qui a l'ID 3.
Si je fais la même chose sur une catégorie, si je fais un catégorie.first.meta.create et je lui dis de rajouter une meta qui a le nom SEO de underscore content, je ne suis pas très inspiré, ben il fera la même chose, sauf qu'ici il mettra catégorie au niveau du champ type. Ensuite, si je décide de directement taper une méta, si je lui demande par exemple la première méta, si je veux récupérer l'article associé, ce n'est pas la méthode post, attention, si vous faites ça, ça renverra une erreur, mais la méthode correspond au nom de l'association. Donc le nom de l'association, c'est Métable, avec 2 A et 2 T, parce que j'étais complètement bourré. Et voilà, ça donne ce truc-là. Donc là, il fait la première requête, il récupère du coup le Métable type et le Métable ID, ce qui lui permet ensuite de faire une seconde requête pour récupérer les informations. Et là, en l'occurrence, il récupère du coup tout ce dont il a besoin. Et de la même façon, si vous voulez tout récupérer, vous pouvez utiliser le eager loading et lui dire « je veux que tu inclues le Métable ». Et là, dans ce cas-là, il va d'abord récupérer toutes les choses. Ensuite, il va se faire une petite liste des différentes informations et faire 2 requêtes supplémentaires parce qu'on a 2 types de contenus qui sont rattachés pour récupérer les choses qui sont associées. Et maintenant, si j'ai besoin de récupérer, par exemple, donc là, on va sauvegarder ça dans une variable avec un S parce qu'on a décidé d'être rebelle. Et si on prend la première méta et qu'on lui demande le Métable qui correspond, hop, il n'a pas besoin de faire une requête supplémentaire, il le récupère automatiquement. Et ça, c'est plutôt pratique. Voilà, donc ce type de relation polymorphique peut être très très utile si jamais vous avez des choses qui sont associées à plusieurs tables. Ça vous évite d'avoir à créer 3 ou 4 tables de liaison. Vous avez une seule table qui permet de faire la liaison entre plusieurs modèles. Donc c'est une relation qui est un petit peu plus compliquée à voir, mais je tenais vraiment à vous la montrer parce que le jour où on en a besoin, c'est toujours intéressant de savoir comment elle fonctionne. Donc voilà globalement pour ce qui est à connaître des relations au niveau du système de modèle de Ruby on Rails. Donc globalement ce qu'il faut retenir, c'est que c'est relativement simple à utiliser une fois que l'on a compris comment ça fonctionne. Il faut avoir une idée claire de comment va être structurée votre base de données et vos relations pour pas forcément faire d'erreur au niveau du placement de la clé étrangère ou des choses comme ça. Il faut bien faire attention à bien créer les migrations. On a vu donc 2 relations, on a vu le belongs to et le as many. Le as1, on n'en a pas parlé, mais c'est un cas un petit peu particulier. C'est un peu comme un belongs to, sauf que la clé étrangère va être inversée. Elle va être sur la table qui est à l'extérieur. Et on n'a pas forcément vu le self-joins, qui est encore une fois un cas un petit peu spécifique où on peut avoir des relations une table qui s'auto-lie elle-même. Je n'ai pas forcément trouvé de cas à vous montrer, mais je vous invite à regarder la documentation parce que le type de relation est le même que précédemment. C'est un belongs to et un as many et on a vu comment manipuler ces types de relations-là. Après, c'est juste des options à passer en paramètres qui font que c'est différent. Donc j'espère ne pas forcément vous avoir balancé trop d'informations dans cette vidéo-là, mais ne vous inquiétez pas si des choses n'ont pas forcément été très très claires. On reviendra dessus dans l'exemple concret et ce sera l'occasion de réattaquer et de voir un petit peu la mise en place des relations au fur et à mesure. Là, je voulais vraiment vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez un petit peu essayer par vous-même et commencer à tâtonner avec ce système-là. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre. Ciao!